Elle fut traînée hors de après les funérailles de son mari, jusqu'à ce qu'un millionnaire se gare à côté d'elle et ouvre la portière. Si vous ne signez pas cette renonciation, vous ne mettrez pas un pied dans cette église, lança Margaret, sa voix aussi tranchante et froide que l'acier. Sharon serra son nourrisson plus fort contre elle, la couverture en tricot du bébé déjà humide à cause du crachin. Ses yeux étaient fatigués et cerclés de rouge, mais sa voix, bien que douce, ne vacilla pas. « C'était mon mari, murmura-t-elle, j'ai parfaitement le droit d'être ici. Droit d'être ici. » Vous n'avez jamais été son égal, intervint une voix plus grave derrière Margaret. C'était Daniel, le frère aîné de Michael, qui s'avançait avec un document plié à la main. Vous n'êtes qu'une fille venue de nulle part, vous n'appartenez pas à cette famille. Les portes de l'église se dressaient juste derrière eux, légèrement entr'ouvertes. À travers l'étroite ouverture, Sharon pouvait voir l'autel orné de lys blanc, et au-delà, une simple photographie de Michael, son sourire à jamais figé, encadré d'un ruban noir. Ses genoux fléchirent, mais elle tint bon. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle, son accent léger mais présent. « Je veux juste lui dire au revoir. » La voce de Margaret se crispa. Alors signez la renonciation, refusez toute prétention sur sa succession, c'est tout ce que nous demandons. La voix de Sharon se brisa, peinant sous le poids du chagrin. Vous voulez dire tout ce qu'il a laissé à notre fils? Vous voulez que j'agisse comme si nous n'avions jamais existé? Daniel s'avança, l'impatience flambant dans ses yeux. Signez, ou partez. L'air devint immobile. Quelques invités près de l'entrée tournèrent la tête, un malaise se propageant dans la foule. Personne n'avança, personne ne prit sa défense. Sharon baissa les yeux vers son bébé, dont les joues avaient rougi à cause du froid. Elle embrassa son front, puis tourna son regard vers les portes une dernière fois. Un dernier souffle, un dernier espoir. Elle secoua la tête. « Non » dit-elle, sa voix ferme et définitive. Daniel n'attendit pas. Il lui saisit le bras avec force et la repoussa brutalement. Alors, fichez le camp. Le bébé se mit à pleurer alors que Sharon dévalait les marches, parvenant à peine à garder l'équilibre. Elle se rattrapa à la rampe, protégeant son fils de son corps, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Vous faites une scène » siffla Margaret en ajustant ses gants noirs. « C'est une famille respectable. » Sharon regarda autour d'elle, désespérée. Les invités se tenaient figés, évitant son regard. Certains chuchotaient, d'autres se détournaient. Et puis les portes claquèrent derrière elle. Elle resta immobile sur les marches de l'église, la pluie fine se transformant en une averse continue. Son manteau collait à son corps, son souffle se coupant dans le froid. Le bébé gémit, s'agitant dans ses bras. Elle le serra plus fort, lui chuchotant de douces berceuses espagnoles pour le calmer. Elle s'éloigna lentement de l'église, ses pieds lourds de chagrin. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle ne pouvait pas rester devant cet endroit où elle venait d'être effacée. Au bout de la rue, elle trouva un muret en béton et s'y assit lourdement, serrant son enfant contre sa poitrine. Ses larmes se mêlaient à la pluie, roulant librement sur ses joues. Elle pensa à Michael, non pas dans le cercueil, mais vivant. Assis dans son lit, souriant à travers la douleur, plaisantant avec elle, même lorsque son corps était devenu frêle. Le cancer avait tout pris, morceau par morceau, mais il ne l'avait jamais laissé voir sa peur. Il lui avait tenu la main la nuit avant de mourir et avait murmuré « S'il arrive quelque chose, il viendra. » Je le lui ai demandé. Il a promis. Elle n'avait pas compris à ce moment-là. Michael avait prévu cela. Il avait su que sa famille se retournerait contre elle. Et maintenant, il ne la laissait même pas le voir être enterré. Elle se balançait doucement, chuchotant dans les cheveux de son fils, son corps le protégeant du froid. Sa petite main s'enroula dans le col de son manteau, s'accrochant à elle comme si elle était la seule chose solide qui restait au monde. La rue s'animait autour d'eux, des inconnus marchant, des parapluies se balançant, des voitures passant en trombe. Personne ne s'arrêta. Elle était invisible, juste une autre femme perdue dans le deuil. Jusqu'à ce que le bruit de pneus ralentisse sur le trottoir détrempé, à proximité. Une élégante voiture noire s'arrêta le long du trottoir. Le moteur se tut. La vitre se baissa. Sharon le remarqua à peine, jusqu'à ce que la portière arrière s'ouvre. Un homme de grande taille sortit, vêtu d'un long manteau sombre, tenant un grand parapluie noir. Ses chaussures éclaboussèrent les flaques d'eau alors qu'il s'avançait. « Sharon » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. Elle ne le reconnaissait pas.
Mais il y avait quelque chose dans son expression, une compréhension, une assurance qui perçait à travers le brouillard de son désespoir. Sharon ne pouvait plus bouger. Son corps était engourdi, trempé par la pluie. Ses bras endoloris d'avoir tenu le bébé trop fort, trop longtemps. Elle fixait l'inconnu agenouillé devant elle, ne sachant pas si elle était encore dans le monde réel ou si elle dérivait dans un rêve induit par le chagrin. L'homme, grand, le teint mat, peut-être à la fin de la trentaine, semblait sortir tout droit d'un tribunal. Son costume était simple, propre, gris foncé, sans cravate. La pluie perlait sur ses épaules, mais il ne scia pas. Sa voix était basse, posée et d'une gentillesse indéniable. « Je m'appelle Tyler Rivera », répéta-t-il. « J'étais un ami de Michael. » Sharon cligna rapidement des yeux. « Je n'ai jamais entendu parler de vous. »« Je sais », acquiesça doucement Tyler. « Nous nous sommes rencontrés il y a des années. Je faisais du travail juridique humanitaire en Amérique du Sud. Il y a eu un accident à la campagne. J'étais coincé dans un abri effondré. Je saignais abondamment. Michael est la seule raison pour laquelle j'ai survécu. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à l'enfant blotti contre sa poitrine. « Il m'a porté sur 6 kilomètres jusqu'à une clinique. Il est resté avec moi toute la nuit. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas abandonné et il a répondu « Ma femme ne me le pardonnerait jamais. » Le souffle de Sharon se coupa. Tyler la regarda directement. « Il parlait constamment de vous. Il disait que vous aviez le cœur le plus féroce et l'âme la plus douce. Il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, et que je respirais encore, je devais vous trouver, vous aider, vous protéger. » Il se leva lentement, retourna à la voiture et tendit la main à l'intérieur. Quand il revint, il tenait une grande enveloppe en manille, scellée et légèrement usée par le temps. « Ceci n'est pas un contrat, » dit-il. « Pas au sens juridique du terme. » Il s'accroupit de nouveau et la lui tendit à 2 mains, avec révérence. « C'est ce que j'appelle un contrat de compassion. C'est ma promesse écrite envers vous, signée l'année dernière après avoir rendu visite à Michael aux États-Unis. Il m'a fait le rédiger, disant qu'il me trouverait un jour. Il y est dit, avec ces mots, que je dois vous traiter comme un membre de ma famille. Sans arrière-pensée, sans condition. Juste un vœu d'honneur. » Sharon tenait l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Ses doigts tremblaient sur les bords, comme si elle tenait quelque chose de sacré. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-elle. « Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas censé me connaître, » répondit calmement Tyler. « Je ne suis pas là pour le remplacer. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je suis juste là parce qu'il m'a demandé d'être là. » Sharon baissa son regard vers son bébé. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent en papillotant, agités, comme s'il sentait quelque chose d'inconnu mais de sûr. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle doucement, le premier véritable aveu de sa peur. « Alors commençons par là, » dit Tyler. « Venez avec moi. J'ai arrangé un endroit temporaire, calme, propre, sûr. Vous n'avez rien à décider aujourd'hui, mais vous ne devriez pas être seul en ce moment. » Il se leva, puis ouvrit la portière arrière de la voiture et la maintint ouverte. La pluie éclaboussait le trottoir. Sharon resta assise encore quelques secondes. Puis, lentement, prudemment, elle se leva, pressant le bébé plus près de sa poitrine. Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule, vers l'église, loin au bout de la rue, où les portes lui restaient fermées. Puis elle se tourna et se dirigea vers la portière ouverte de la voiture. Tyler tendit une main pour l'aider à monter. Sharon hésita, mais ensuite, avec une inspiration silencieuse, elle plaça sa main dans la sienne. Elle était chaude, ferme, et dans ce contact, pour la première fois depuis la mort de Michael, elle sentit quelque chose d'inattendu. Elle n'était plus invisible. Elle monta dans la voiture, la portière se referma derrière elle avec un bruit sourd. Et pour la première fois depuis des jours, elle expira. L'appartement était trop propre, trop silencieux. Sharon se tenait près de la porte, tenant son fils près d'elle, comme si elle ne savait pas si elle devait s'avancer ou faire demi-tour. Tyler posa doucement sa valise dans le couloir, faisant attention à ne pas la faire cogner contre le parquet. Il ne dit pas grand-chose, la regarda simplement avec des yeux calmes et modestes, et offrit un doux « Faites comme chez vous ». Elle faillit tressaillir à cette phrase. Chez soi avait cessé de signifier quelque chose de solide depuis des mois. Pourtant, elle entra. C'était un bel espace, moderne mais chaleureux. Un éclairage doux émanait des lampes d'angle, au lieu de luminaires agressifs au plafond. Des murs vert pâle et taupe chaud donnaient à l'appartement une sérénité tranquille. Il n'y avait pas de désordre,
pas d'excès personnel, mais rien ne semblait froid. Tyler la conduisit au fond, où une porte était légèrement entr'ouverte. « C'est pour le bébé », dit-il en la poussant avec précaution. Sharon S.E. Figia. La chambre d'enfant n'était pas élaborée, mais elle était pleine d'attention. Un berceau blanc avec une douce couverture grise. Une petite étagère avec des livres cartonnés et des peluches bien rangées. Une boîte de lait en poudre se trouvait à côté de biberons propres sur un comptoir. Il y avait des couches empilées sous la table à langer, des lingettes, un tapis doux. Et près de la fenêtre, une minuscule chaise à bascule en bois avec un coussin jaune. Sharon cligna des yeux. « On m'a aidé à l'installer », ajouta rapidement Tyler, sentant sa surprise. « Une de mes amies a une petite fille. Elle a aidé à choisir les bonnes choses, s'est assurée que tout était sûr et confortable. » Sharon déglutit difficilement. Ses instincts se contredisaient. La gratitude luttait contre la méfiance. Tout était si généreux, si préparé, si intentionnel. Elle regarda lentement autour d'elle, absorbant chaque petit détail. Il n'y avait pas de nom sur la porte, pas de décoration, pas de supposition. Il lui avait donné un espace, pas une affirmation. « Merci », dit-elle doucement, bien que sa voix atteignît à peine ses propres oreilles. Tyler ne la pressa pas de parler davantage. Il hocha simplement la tête et recula. « Je vais vous laisser vous installer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans le bureau au bout du couloir. » Et il la laissa seule. Dans les jours qui suivirent, Tyler garda ses distances. Il était toujours là, mais jamais trop près. Il travaillait tranquillement depuis son bureau à domicile, répondait à des emails dans la cuisine, passait occasionnellement dans le couloir avec un sourire poli et un « bonjour ». Des provisions apparaissaient dans le réfrigérateur, mais il ne commentait jamais si elle mangeait ou non. La cuisine était à sa disposition. Elle ne cuisinait que lorsqu'elle se sentait assez ancrée pour le faire. Il ne la surveillait pas, ne posait pas de questions personnelles. Pourtant, Sharon restait sur ses gardes. Elle gardait ses cheveux attachés serrés, son corps toujours légèrement tourné de côté. Sa voix était basse, sèche. Chaque nuit, elle vérifiait les serrures 2 fois. Chaque fois que Tyler la croisait dans le couloir, une lueur de tension s'enroulait en elle, un fantôme d'une autre vie murmurant que la gentillesse ne durait jamais. Mais le changement ne vint jamais. La gentillezza resta. Et lentement, son corps commença à se détendre de petites manières, ses épaules s'abaissant d'un degré, sa voix un peu moins sur la défensive. Puis vint le moment qui la bouleversa. C'était un après-midi doux et sans histoire. Le petit déjeuner avait été calme. Œufs brouillés, thé, les gazouillis doux du bébé. Sharon avait mis son fils à la sieste et était entrée dans sa chambre. Sur la table de chevet, à côté de la lampe, se trouvait un cadre photo. Elle s'arrêta, le souffle coupé. Elle s'approcha lentement et le prit. C'était une photo de Michael, une qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Il riait, les bras croisés, debout devant un food truck qu'ils avaient visité lors de leur 3e rendez-vous. Le soleil était dans ses cheveux et sa chemise avait de la moutarde du hot dog pour lequel elle l'avait taquiné. Elle se souvint comment il avait essayé de dire quelque chose en espagnol, l'avait massacré, et comment elle avait ri jusqu'à en pleurer. Ses yeux s'embuèrent maintenant, mais les larmes étaient différentes, plus douces. Sous le cadre se trouvait une note pliée, écrite d'une écriture nette et régulière. Il est toujours là. T. Elle se tourna, surprise. Tyler se tenait tranquillement dans le couloir, un chiffon doux à la main. Ses yeux croisèrent les siens, doucement, prudemment. « Je l'ai trouvé dans une boîte que Michael m'avait laissée, » dit-il. « Je n'étais pas sûr si. Je ne voulais pas m'immiscer, mais j'ai pensé que cela pourrait peut-être aider. » Sharon regarda de nouveau la photo. « Vous l'avez nettoyée, » murmura-t-elle. Tyler hocha la tête. Il y avait un peu de poussière. Je voulais qu'elle ait l'air, aimée. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorgeous Sarah Trowford. Personne n'avait fait quelque chose comme ça pour elle depuis la mort de Michael. Tous les autres voulaient qu'elle passe à autre chose, qu'elle guérisse plus vite, qu'elle se reconstruise. Mais Tyler, lui, honorait ce qui était. Elle essuya lentement ses yeux et reposa le cadre avec soin. « Merci », murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois et se détourna, la laissant avec le silence et une douce douleur dans la poitrine. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une invitée. Elle se sentait vue. Et dans cette simple pièce silencieuse, Michael ne semblait pas parti. Il semblait proche. La boîte en bois était posée tranquillement sur le bord de l'étagère dans la chambre de Sharon.
Elle était petite, discrète, le genre de chose que l'on pourrait ignorer jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Sharon la remarqua un soir après avoir couché son fils. Une note manuscrite était délicatement collée sur le couvercle. Quand tu seras prête. T. Elle hésita avant de la soulever. La boîte était légère mais portait une lourdeur qui lui était propre. À l'intérieur, soigneusement attachée avec un ruban bleu délavé, se trouvaient plusieurs lettres. Des enveloppes jaunies par le temps, l'encre légèrement bavée. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Michael. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait la première lettre. Elle n'était pas adressée à elle, mais à Tyler. Tyler, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai probablement pas pu échapper à l'inévitable. Le cancer est un voleur lent, mais il est honnête. Merci d'être là, de tenir la promesse que je suis sur le point de te demander de faire. Sharon ne fera pas confiance facilement. Elle aura peur, sera en colère et silencieuse. Quand cela arrivera, ne la bouscule pas. Prépare-lui simplement du thé. Assieds-toi près d'elle. Elle parlera quand son cœur pourra le supporter. Des larmes piquèrent les yeux de Sharon. Elle attrapa l'enveloppe suivante, qui lui était adressée. Mi vida, je voulais écrire ceci avant que la douleur ne brouille mes pensées. Je sais combien ce sera difficile sans moi, et je déteste ne pas pouvoir être celui qui te soutient à travers cela. Mais je t'ai laissé aux soins de quelqu'un qui te voit, non seulement comme ma femme, mais comme une âme à part entière. J'ai fait confiance à Tyler non pas parce qu'il est fort ou riche, mais parce qu'il comprend que le silence n'est pas l'absence et que la gentillesse n'a pas besoin de public. Si tu lis ceci maintenant, et que tu as toujours peur, ne le sois pas. Laisse-le préparer le thé. Laisse-le écouter. Et souviens-toi, tu n'as jamais été seulement ma femme. Tu as été mon miracle. Je t'aime jusqu'à mon dernier souffle, Michael. La lettre tremblait dans ses mains. Elle la serra contre sa poitrine, sa respiration courte. Elle n'avait pas pleuré comme ça depuis des semaines. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À l'aube, elle entra dans la cuisine, son peignoir serré autour d'elle. Tyler était déjà là, debout près de la cuisinière. Il ne leva pas les yeux. Il attrapa simplement une tasse, versa de l'eau chaude sur des fleurs de camomille et la posa sur la table. Puis il s'assit en face d'elle, ni trop près, ni trop loin, et attendit. Il ne posa pas de questions, n'essaya pas de la réconforter avec des mots qui ne pouvaient toucher la douleur dans sa poitrine. Il resta simplement. « Je les ai lus, dit-elle doucement. « Je sais, répondit-il, tout aussi doucement. Elle baissa les yeux dans la vapeur du thé, puis le regarda de nouveau. Sa voix tremblait. Il me connaissait, même à la fin. Oui, dit Tyler, et il te faisait confiance pour continuer, tel que tu es. Ils restèrent assis en silence, un silence qui ne demandait pas à être comblé. Et puis Sharon fit quelque chose qu'elle n'avait fait avec personne d'autre que Michael. Elle parla, non pas du deuil ou des batailles juridiques, mais de la vie. Elle raconta à Tyler son enfance, comment elle dansait pieds nus sur le toit sous la pluie à Bogota, comment elle rêvait d'apprendre l'anglais, non pas pour l'école, mais pour comprendre les paroles des chansons que Michael lui envoyait pendant leurs jours de relation à distance. Elle lui raconta la première fois que Michael l'avait embrassée, maladroit et audacieux, et comment elle avait ri parce qu'il avait renversé une salière en essayant de l'impressionner. Tyler ne l'interrompit pas une seule fois. Quand elle fit une pause, il lui offrit un mouchoir. Pas un discours, pas un plan, juste une présence. Au moment où le thé avait refroidi, quelque chose avait changé entre eux. Pas de la romance, pas une résolution, mais le début d'une sorte de tendresse née non pas de la passion, mais de la compréhension. Et dans cette douce lumière du matin, entourée de lettres et de souvenirs, Sharon ne se sentait plus comme une veuve s'accrochant à un passé. Elle se sentait comme une femme toujours digne d'être vue. L'enveloppe arriva un matin frais dans une épaisse pochette en ivoire embossée d'or. Les doigts de Sharon tremblèrent en l'ouvrant, sentant déjà son poids. À l'intérieur, pliée avec précision, se trouvait une convocation au tribunal. Margaret et Daniel Whitmore demandaient la garde du fils de Sharon, affirmant qu'elle était émotionnellement instable, financièrement dépendante, inapte à fournir un environnement stable à un enfant. Elle s'assit à la table de la cuisine, les documents étalés devant elle comme une blessure, ses mains trêmes. Blanc alors qu'elle essayait de montante. Tyler Lull in silence. La mâchoire serrée. Puis il le posa et la regarda. « Ils ne prendront pas ton fils, dit-il. » Sharon cligna des yeux à travers un brouillard de larmes. « Mais ils ont de l'argent. Des avocats. Ils diront n'importe quoi pour me faire passer pour... »
Tyler posa doucement une main sur la sienne. Alors nous ne nous contenterons pas de nous battre. Nous montrerons la vérité. Pendant les 2 semaines suivantes, Tyler se consacra à l'affaire, non pas avec agressivité, mais avec une détermination tranquille. Il ne se contenta pas de préparer une défense. Il construisit un récit, un portrait. Chaque soir, il compilait des photos, des moments pris sur le vif. Sharon tenant son fils tout en lui lisant des histoires en anglais et en espagnol, lui donnant son bain, le nourrissant, chantant doucement en se balançant avec lui dans ses bras. Certaines d'entre elles ne savaient même pas qui les avait prises. Il les imprima, légendant chacune avec une date, une heure, une note. Et puis, avec soin, il les plaça dans un album relié en cuir embossé du nom du garçon. Ceci, dit Tyler un soir, en posant le livre devant elle, n'est pas une preuve. C'est une histoire. Son histoire. Et la tienne. Sharon le feuilleta lentement, les yeux remplis d'une émotion silencieuse et stupéfaite. C'est toi qui as fait ça? Il hocha la tête. Tu ne te voyais pas comme moi je te voyais. L'audience eut lieu un jeudi pluvieux. Sharon était assise, raide, dans la salle d'audience, ses nerfs tendus comme des fils. Son fils était avec une nounou dans le couloir. La salle d'audience elle-même semblait froide, clinique. Margaret et Daniel arrivèrent avec des avocats impeccables et des expressions mesurées. Ils s'assirent droits, confiants, avec des piles d'accusations et de déclarations devant eux. Sharon se sentit petite, exposée. Quand son nom fut appelé et que les questions commencèrent, sa voix trembla. S.E.S. Palms Devonrent Moitz. Ses réponses semblaient sèches, incomplètes. Ses yeux se tournèrent vers Tyler une fois, juste une fois. Sous la table, sa main trouva la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens dans une pression douce et rassurante. Cela ne régla pas tout, mais c'était suffisant. Puis Tyler se leva. Il n'éleva pas la voix. Il n'attaqua pas. Il se dirigea vers le centre de la pièce, tenant l'album comme un objet sacré. Il le posa sur la table devant le juge et l'ouvrit. Ceci, dit-il, sa voix calme et délibérée, voilà à quoi ressemble la maternité. Il tourna une page. Une femme qui apprend à son fils le mot pour lumière. Une autre page. Une femme debout toute la nuit quand il avait de la fièvre, le berçant dans le salon. Et une autre. Une femme qui a été qualifiée d'inapte, mais qui n'a jamais rien demandé d'autre que la chance d'aimer son enfant. Il marqua une pause. Je ne suis pas ici parce que Michael m'a demandé de l'aider. Je suis ici parce que je l'ai vu chaque jour, et aucun homme, vivant ou mort, n'aimerait une femme comme celle-ci sans la qualifier de mère, et rien de moins. Silence. Même Margaret s'agita sur son siège. Le juge feuilleta lentement l'album, son expression indéchiffrable. Puis elle le referma doucement et dit « Merci, monsieur Rivera ». À l'extérieur de la salle d'audience, Sharon expira pour ce qui sembla être la première fois depuis des heures. Elle se tourna vers Tyler, les yeux brillants de larmes non versées. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, murmura-t-elle. Il la regarda avec cette même assurance tranquille. « Si, dit-il, j'étais obligé. » Et dans le silence entre eux, quelque chose de plus profond que le soulagement s'installa, quelque chose qui commençait à ressembler beaucoup à de la confiance. On frappa juste au moment où le ciel virait à l'orange derrière l'horizon de la ville. Sharon venait d'installer le bébé dans son berceau quand le son résonna dans le couloir, mesuré, silencieux, mais indubitablement intentionnel. Elle hésita devant la porte. Tyler l'avait vu s'arrêter. Il sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux croisèrent doucement les siens. « Tu n'es pas obligé d'ouvrir, dit-il, mais si tu le fais, quoi que tu ressentes, c'est normal. Je serai là quand tu auras fini. » Elle fit un signe de tête sec et se dirigea lentement vers la porte. De l'autre côté se tenait Margaret. Sharon ne l'avait pas vue depuis l'audience pour la garde. Les cheveux de la femme plus âgée étaient toujours impeccablement coiffés, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Pas seulement l'âge. De la douceur, peut-être, ou de l'épuisement. Un abandon silencieux. Elle ne parla pas. Au lieu de cela, elle sortit un tissu plié de son sac à main, de couleur crème, avec une bordure bleu délavé. Le souffle de Sharon se coupa. Ce tissu. Elle s'en souvenait vivement, celui qu'elle utilisait pour éponger le front de Michael dans ses dernières heures. Elle l'avait laissé sur la chaise de l'hôpital, trop secoué pour le remarquer, trop brisé pour s'en souvenir. Maintenant, il était là,
propre, plié, tenu dans les mains de la femme qui avait autrefois tenté de l'effacer. Margaret le tendit à 2 mains, toujours sans rien dire. Les yeux de Sharon la brûlaient. Elle tendit la main, lentement, et accepta le tissu avec des doigts tremblants. Pendant un long moment, elle le fixa simplement. Puis, doucement, il adorait ça. La voix de Margaret, quand elle vint, était feutrée. Il le gardait sous son oreiller. Ce fut tout ce qu'elle dit. Il n'y eut pas d'excuse, pas d'explication. Juste l'offrande silencieuse de quelque chose de profondément personnel, de sacré. Sharon leva les yeux, ne sachant si elle devait parler, si elle devait l'inviter à entrer ou la laisser partir. Margaret hocha simplement la tête une fois, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle recula et s'éloigna. Sharon ferma la porte derrière elle. Elle resta là un moment, serrant le tissu contre sa poitrine jusqu'à ce que ses genoux menacent de céder. Elle se retourna et descendit lentement le couloir. L'appartement était silencieux, mais la lumière au-dessus de la table de la cuisine était toujours allumée. Tyler était assis là, lisant un livre, une lueur chaude projetant des ombres dans la pièce. Une tasse de thé fumait à côté d'une chaise vide. À côté, pliée avec soin, se trouvait une serviette fraîche. Il ne dit rien quand elle entra. Elle se dirigea vers lui, ses pas lourds du poids du moment. Il leva les yeux et vit son visage strié de larmes silencieuses. Sans un mot, il poussa la serviette vers elle et se leva à moitié de son siège, la lui offrant doucement. « Tu n'as pas besoin d'être forte en ce moment, » dit-il, sa voix posée. Sharon prit la serviette et s'assit à côté de lui, tenant toujours le tissu que Margaret lui avait rendu. « Oh, elle n'y parle pas. Louis n'en place. » Ils restèrent assis en silence, non pas un silence né de la gêne, mais celui qui laissait de la place aux choses trop profondes pour les mots, au deuil qui persistait, à la gentillesse qui guérissait. C'était le premier moment qu'ils partageaient qui n'appartenait pas à la mémoire de Michael. Il leur appartenait, non pas en tant que veuve et protecteur, mais simplement en tant que 2 personnes qui avaient appris à rester, même lorsque tout le reste s'était effondré. L'arrière-cour était modeste, nichée derrière l'immeuble, encadrée par des murs de briques couverts de lierre et une clôture en bois patiné par les saisons. Des guirlandes de lumière douce pendaient au-dessus, se balançant légèrement dans la brise du début de soirée. Des bougies chauffe-place scintillaient sur de petites tables, entourées de fleurs fraîches et d'assiettes délicates de fruits et de pâtisseries. Sharon recula pour admirer l'ensemble. L'espace semblait doux, intime, vivant d'une joie tranquille. C'était son idée. Pas un mémorial, pas une autre cérémonie imprégnée de deuil et de costumes gris. Just un rassemblement. Une chance pour les gens qui avaient connu Michael, non pas à travers les gros titres ou les lignées familiales, mais à travers la gentillesse, de se souvenir de lui sans chagrin, de se souvenir de sa lumière. Pas de larmes, avait-elle dit à Tyler. Seulement des histoires, des bonnes. Il avait simplement hoché la tête et dit « Alors nous le rendrons magnifique ». Et il l'avait fait. Elle l'avait regardé suspendre les lumières tard dans la nuit, grimpant même sur une échelle chancelante dans son pantalon de costume, marmonnant à propos de sa peur des hauteurs. Il avait disposé chaque siège, chaque assiette, exactement comme elle l'avait décrit. Quand elle semblait fatiguée, il lui versait du thé. Quand elle hésitait, il la rassurait, avec rien de plus qu'un regard. Il n'avait jamais fait de cette soirée une affaire personnelle, seulement une affaire de Michael, et d'une certaine manière, la sienne. Maintenant, les invités arrivaient. Des voisins, d'anciens collègues, des bénévoles des refuges où Michael avait autrefois servi. Pas de discours formel, pas de code vestimentaire. Juste de la chaleur. Sharon accueillit chaque personne avec un sourire calme, tenant souvent son fils dans un bras, sa petite main tirant sur le bord de son châle. Elle offrait du thé, présentait les gens, hochait doucement la tête quand quelqu'un commençait une histoire par « Je ne sais pas si vous avez déjà su ça, mais Michael une fois. » Il y avait beaucoup de ces histoires. Une femme raconta comment Michael avait secrètement payé le traitement de sa fille quand l'assurance les avait laissés tomber, laissant une enveloppe blanche avec de l'argent et une note qui disait « Garde ça entre toi et la guérison ». Un homme âgé se souvint comment Michael lui apportait des repas tous les jeudis sans faute, restant toujours pour une partie de dames, ne jugeant jamais son passé brisé. Un adolescent se leva et dit que Michael lui avait dit un jour « Tu n'es pas tes erreurs. Tu es celui qui décide de la suite. » Ce garçon était maintenant à l'université. Chaque histoire superposait une nouvelle image de Michael.
non pas comme l'homme que Sharon embrassait autrefois pour lui souhaiter bonne nuit, mais comme l'homme qui avait tranquillement donné tant de lui-même au monde. Cela la rendait humble. Cela guérissait en elle quelque chose qu'elle ne savait pas encore blesser. Alors que le crépuscule s'épaississait en une couverture d'étoiles, les lumières au-dessus devinrent plus chaudes, projetant des halos dorés sur tout le monde. Les rires s'élevaient, se mêlant au son faible d'une guitare classique jouant à travers un vieux haut-parleur. Sharon venait de finir de remplir la station de thé quand elle jeta un coup d'œil à travers le jardin. Là, près du coin où les buissons de lavande se balançaient dans la brise, se tenait Tyler. Il tenait son fils, le berçant doucement dans ses bras. Le garçon gloussa, tirant sur le col de Tyler, et Tyler rit, pas fort, mais le genre de rire qui enveloppait l'enfant comme une sécurité. Quelque chose en Sharon s'adoucit. Elle l'avait vu sérieux, protecteur, stable. Mais ça, c'était de la tendresse sans effort. Paternelle, sans revendication. Elle se dirigea lentement vers lui, son châle flottant avec la brise. Les lumières au-dessus d'eux brillaient doucement, transformant ses cheveux sombres en or bruni, soulignant la courbe tranquille de son sourire. Elle s'arrêta à côté de lui et posa doucement une main sur son épaule. Il la regarda, surpris un instant, puis hocha la tête, comprenant tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire. Sharon ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. À ce moment-là, il n'y avait pas de fantôme entre eux, pas d'ombre de perte. Juste le présent. L'enfant dans ses bras. La chaleur dans sa main. La douceur du silence partagé. Pour la première fois, elle ne sortait pas du deuil. Elle entrait dans quelque chose de nouveau. Et cela semblait juste. 3 ans passèrent, et le monde ne s'arrêta pas pour remarquer l'amour qui grandissait tranquillement dans un coin modeste de la ville. Il n'y eut pas d'annonce de mariage dans les magazines sur papier glacé, pas de bagues étincelantes sur les réseaux sociaux, pas de déclarations spectaculaires, pas de présentation « Monsieur et Madame ». Mais ce que Sharon et Tyler construisirent ensemble était réel. Ensemble, ils fondèrent la Lumière de Michael, une fondation pour les mères célibataires et les veuves qui s'étaient un jour trouvées là où Sharon s'était trouvée. À l'extérieur, effrayée et invisible, se faisant dire qu'elle n'était pas assez. Maintenant, Sharon était le visage de l'organisation. Elle accueillait chaque femme avec la même douceur que Tyler lui avait autrefois montrée, offrant non pas de la pitié, mais de la dignité. Elle ne se contentait pas de gérer des programmes. Elle créait un espace pour les histoires, pour la reconstruction, pour l'espoir. Je sais ce que c'est, disait-elle souvent, de sentir qu'on a tout perdu et de devoir quand même être forte. Mais vous n'avez pas à le faire seule. Elle ne parlait pas de théorie, mais de mémoire. En coulisses, Tyler s'occupait de tout le reste. Finances, logistique juridique, réseau de collecte de fonds. Mais il ne se mit jamais sous les feux de la rampe, ne demanda jamais une seule fois son nom sur une plaque ou un titre de journal. Il laissait la lumière tomber sur Sharon et se tenait juste en dehors, fier et content. De temps en temps, quelqu'un demandait s'ils étaient ensemble. Sharon souriait et disait « Nous sommes exactement là où nous devons être ». Leur maison était remplie de rituels silencieux. Tyler préparant le café chaque matin avant que Sharon ne se réveille. Sharon emballant un sandwich supplémentaire dans sa mallette, toujours avec une note manuscrite à l'intérieur. Les vendredis soirs étaient consacrés au puzzle et aux livres d'histoire avec son fils, qui appelait maintenant Tyler, T. Ils n'avaient pas besoin d'étiquette. Ce qu'ils avaient, c'était un rythme, une tendresse bâtie sur la confiance, un lien qui avait commencé dans le deuil et était devenu quelque chose de plus stable, de plus enraciné. Au 3e anniversaire de la fondation, Sharon se tenait près de la fenêtre en verre du bureau principal, regardant des femmes qu'elle avait autrefois consolées à travers leurs larmes rire et sortir pour aller à leur travail, dans de nouveaux appartements, dans de nouvelles vies. Une voix douce interrompit ses pensées. Prête pour la promenade? Elle se tourna. Tyler attendait près de la porte, une main posée sur la poignée de la poussette. Le petit garçon à l'intérieur, maintenant âgé de près de 4 ans, les joues roses d'une sieste d'après-midi. Sharon hocha la tête. Elle enfila son châle et le rejoignit dehors, où le soleil commençait à se coucher sur le parc de l'autre côté de la rue. Ils se promenèrent lentement, main dans la main, le chemin serpentant à travers les feuilles dorées. Des enfants riaient au loin. Une brise bruissait dans les arbres. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. En marchant, Sharon regarda Tyler. Il était concentré sur le garçon dans la poussette, montrant du doigt les oiseaux, nommant les arbres, fredonnant un air tranquille. Elle sourit. Et puis elle regarda de nouveau devant elle, ses yeux doux,
son cœur plein. Ce n'était pas la vie qu'elle pensait avoir. Ce n'était pas celle qu'elle avait prévue. C'était mieux. Et dans cette image finale, Sharon marchant avec son fils, sa main dans celle de Tyler, le monde se mouvant doucement autour d'eux, il n'y avait pas besoin d'explication. Pas de robe de mariée. Pas de grande déclaration. Juste de l'amour. Simple. Inébranlable. Sufficient. Merci d'avoir cheminé avec nous à travers le voyage de Sharon, une histoire de cœur brisé, de dignité, de résilience silencieuse et du pouvoir de guérison de l'amour qui honore le passé tout en embrassant l'avenir. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a donné de l'espoir, ou vous a rappelé que même dans nos moments les plus sombres, la compassion peut nous trouver, nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Soul Stirring Stories pour d'autres histoires puissantes et émouvantes qui élèvent, inspirent et nous rappellent la beauté d'être humain. Car chaque histoire que nous racontons a le pouvoir de guérir. Et la prochaine pourrait bien être la vôtre.